Merci de la confiance renouvelée que vous nécessitez de nous accorder pour vous servir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande émission que vous apercevez bien dans vos maisons. L'émission, le rendez-vous dans les installations des Téléplus qui reçoit pour vous un invité de taille. Lui s'appelle Maître Michel Okongolomena, président national du parti politique Unité des Valeurs. Avec lui, nous allons aborder les sujets ayant trait à la composition, à la nouvelle composante de la CENI. Alors nous allons également savoir qu'est-ce qu'il pense bien sûr quant à ça, avec tant de tractations politiques autour de la désignation de celui qui va succéder à Corneille Nangaa, déjà démissionnaire. Les sons des cloches de l'Unité des Valeurs, vous les saurez dans quelques instants sur les antennes des Téléplus. Dans cette émission des rendez-vous, nous allons également parler en ce qui concerne cette tarse de rame. Donc les Congolais ne savent pas à quel sens c'est voué, et cela dégage aussi, je peux dire, cela cause de troubles dans les chefs de chaque population congolaise. Jusque-là, aucune réaction, aucune solution n'a été trouvée de la part des décideurs, mais aussi aborder les sujets qui consacrent à l'état de siège, évaluation que pense Maître Michel Okongolomena. Et ensuite, nous allons parler en ce qui concerne l'incursion dans la partie est de la République démocratique du Congo, principalement dans la province de l'Ituri, où il y a eu incursion de l'armée rwandaise, avec les récentes déclarations du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Amouyaya, qui minimise ces faits en disant que c'est un fait mineur, disons c'est un incident mineur, parce que ça fait débat dans les chefs des Congolais. Alors, Maître Michel Okongo, notre invité, est déjà là, Okongolomena. Après un laps de temps, aujourd'hui, vous signez votre réapparition dans nos installations. Votre impression? D'abord, merci Glody de m'avoir invité. Je salue le peuple congolais qui nous suit. Vous avez ici le souligné. Vous savez, en politique, on ne fait pas passer ce que j'appelle les ambitions avant la vision. Nous avons une vision à défendre, une vision à exécuter. C'est ce qui nous prend souvent le temps. Si vous ne me voyez pas, ça veut dire que je suis en train de travailler. Je suis très actif parce qu'il faut être aux côtés de notre peuple. Je suis à votre disposition. Je crois que nous allons survoler l'actualité. Vous m'avez posé la première question concernant la nouvelle composante de la CENI, votre son de cloche, vous, de l'Unité des Valeurs. Voilà, c'est toute une histoire parce que ce qui vient de se passer, c'est encore une preuve supplémentaire qui nous fait remarquer que notre démocratie est encore fragile. Fragile parce que je ne veux pas survoler le temps pour vous dire que tout a commencé à Sun City. Nous nous sommes retrouvés, les composantes politiques, donc la force vive, la nation s'est retrouvée en Afrique du Sud. De là, nous sommes sortis avec une constitution. Il fallait reconstruire notre démocratie. On a donné les coups d'envoi en 2006. En 2006 exactement, nous avons eu les premières élections, puis 2012, 2011 et enfin 2018, avec 2 ans de retard. À chaque fois il s'agit d'élire un président de la CENI, il y a toujours des problèmes. Les confessions religieuses ne se sont jamais mis d'accord pour élire un président de la CENI conformément aux prescrits de la loi. Donc la loi, c'est la CENI. Que dit la loi? Parce que là, nous avons la Constitution, la loi et la charte. La Constitution, c'est ce que prévoit l'article 211, qui nous parle de la CENI comme étant une institution d'appui à la démocratie. Ceci étant fait, la Constitution a prévu à ce que les constituants a prévu à ce que les élections soient plutôt organisées par une institution d'appui à la démocratie, non pas par le territorial. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis de Sun City, nous sommes sortis de crise,
Et nous avons eu un espace présidentiel avec 5 têtes, un président et 4 vice-présidents. Chaque vice-président, vous le savez bien, avait un ministère à charge. Et Roubaix-Roy s'était vu attribuer le ministère de l'Intérieur. Généralement, l'organisation des élections a toujours été de l'apanage du ministère de l'Intérieur. De l'Intérieur, oui. Alors on ne pouvait pas prendre les risques. C'est pourquoi nous avons institué cette institution d'appui à la démocratie. Maintenant, concernant les choix des présidents de la CENI, cela revenait. Donc ça revient toujours aux confessions religieuses qui sont au nombre de 8. Maintenant, pour appliquer ces choix-là, donc dans la pratique, il faut passer par un consensus. Lorsqu'on n'y arrive pas par consensus, eh bien, il faut passer par les votes. Voilà les mécanismes. Alors, qu'est-ce que nous avons remarqué par consensus? Ça n'a pas marché. Donc, ça ne devait pas marcher par le vote parce qu'il y a eu des camps. Il y a eu une scission, on a eu un camp parmi les composantes et les confessions religieuses. Il y a eu une scission. D'une part, vous avez 6 confessions religieuses d'un camp et l'autre, c'est des confessions. Donc, voilà, ça a créé une fissure. Aujourd'hui, cette fissure est en train d'affecter la démocratie. Elle est en train d'affecter la République. C'est là où nous en sommes. Ben, de ce méli-mélo est sorti Kadima. Nous ne parlons pas de l'aspect technique parce que pour retenir un candidat, je crois qu'il y a des critères qui sont prévus. Nous avons dépassé ces points-là, bien que nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut nous trouver un bon candidat qui est les deux pieds sur terre, afin que nous ne puissions pas vivre ce que nous avons vécu lors des élections passées. On nous a sorti Kadima. Maintenant, il aurait fallu plutôt que les confessions religieuses, toutes, se mettent ensemble, afin qu'un seul nom puisse être accepté. Alors, Voilà. pour le choix des Kadima, oui, beaucoup contestent cela, selon certaines spéculations qui disent que Denis Kadima serait les candidats du chef. Partagez-vous cet avis? Non, vous avez parlé de spéculations. Ce sont des rumeurs, des spéculations. Vous voyez, en ma qualité d'acteur politique, je ne peux pas me prononcer sur des spéculations. Et selon vous, d'abord, l'unité des valeurs, Maître Michel Okongo? Non, moi, j'ai respecté le travail des autres. Je me suis dit que les confessions religieuses nous sortent quelqu'un qui puisse d'abord mettre tout le monde d'accord. Parce que là, nous ne sommes qu'en amont. En aval, nous aurons les élections. Est-ce que vous ne pensez pas que l'effet de contester Denis Kadima n'a pas sa raison d'être, si c'est né au contraire de réfléchir autour du monde des élections prochaines d'ici 2023, entre cette phrase et contestation, contester la personne de Denis Kadima, lesquels vous, plutôt parmi ces deux mots, lesquels vous intéressent le plus? Moi, je crois que demeurer dans la contestation ne va pas nous avancer. Parce que tous nous avons perdu glissement. Les élections, c'est un moyen pour renouveler la classe politique. C'est aussi un moyen pour renouveler les institutions. Or, les choix du président de la CENI en remplacement à l'ancien, c'est vraiment un processus préliminaire. Et bien, vous voyez, à ce stade-là, nous allons commencer à nous rejeter la balle, dire que non, il y a ceux-là qui sont pour Kadima et les autres ne le sont pas. Ben, encore une fois, que chacun, celui qui le souhaite. Mais Président Michel, vous ne voyez pas que c'est un comportement à déplorer? Avant la signature pour l'entérinement de Denis Kadima, beaucoup de députés nationaux ont tenu une réunion, je ne vais pas citer les lieux. Dans cette réunion, ils ont reçu chacun 2 000, d'autres 5 000 $ pour la signature, question d'entériner Kadima. Est-ce qu'avec cette façon, cette manière de voir les choses, vous encouragez cela?
Moi, je suis contre ces pratiques. S'il s'avérait qu'il y a eu corruption, ça veut dire qu'on a essayé de forcer le choix des représentants du peuple congolais, et moi je condamne cela. Qu'à cela ne tienne, quoi qu'il en soit, les derniers mots restent au chef de l'État, celui qui va trancher. Justement, les contestations persistent. Oui, si la responsabilité revient maintenant au président de la République, mais en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions. Maintenant, le choix de Denis Kadima est contesté par tous. Qu'est-ce que le chef de l'État sera censé faire pour calmer la population congolaise, non seulement la population, mais aussi la classe politique qui réclame? Non, nous n'allons pas influencer la décision du chef de l'État. C'est certes, le chef de l'État, c'est le garant de la nation. Et certainement, il est à l'écoute de son peuple. Il a écouté. Eh bien, il doit prendre ses responsabilités. C'est ce que je lui demande. Et n'oubliez pas que nous devons avancer. Lorsque j'ai dit que nous devons avancer, c'est parce que dans ce processus, nous avons perdu beaucoup de temps. Il y a eu entre-temps, ça, on n'arrive pas à comptabiliser. Combien de fois les confessions religieuses se sont tournées vers Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, pour demander un délai supplémentaire à chaque échéance. Ça ne nous a pas avancé. Donc, vous voyez, nous nous sommes écartés des fondamentaux. Vous voyez, parce que ça ne sert à rien de commencer à fustiger ce qui se passe si nous-mêmes nous ne sommes pas conséquents. Vous ne pensez pas qu'avec toutes ces contestations de Denis Kadima pourrait tourner contre nous, contre la République démocratique du Congo, à tel point d'avoir aussi un glissement en faveur de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Partagez-vous cet avis? Non, le glissement ne sera pas en faveur d'un individu ou d'un autre. Le glissement va endommager davantage notre jeune démocratie. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que cela peut avantager le chef de l'État. Je ne pense pas. Parce qu'il faut, dans quelques mois encore, c'est une année quelques, il faut passer aux urnes pour renouveler la classe politique, renouveler les institutions. C'est ce que tout le monde attend. Les autres sont tentés de dire que ceux qui sont dans les institutions, ceux qui collaborent avec les chefs de l'État, ne sont pas à même de lui apporter une bonne collaboration. Il y a des gens qui disent ça. Mais quel est le meilleur moment de pouvoir changer ces gens-là? Quel est le meilleur moment de pouvoir changer ou renouveler la classe politique ou les animateurs de l'institution? Ce n'est que pas les élections, à moins que ceux qui n'ont pas un mandat électif. Vous voyez? Or, la plupart, quand vous allez au Sénat, vous allez à l'Assemblée nationale, vous vous retrouvez avec des gens qui ont un mandat électif, vous allez au Sénat, pareil. Eh bien, à quel moment devra-t-on changer ces animateurs-là? C'est pendant les élections. Donc, nous avons tous intérêt à se mettre ensemble. S'il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement, eh bien, trouvons un moyen pour pouvoir les refaire s'il le faut, s'il n'est pas encore trop tard, ou alors avançons d'une manière ou d'une autre, nous saurons comment y aller. Très bien, Président Michel Okongolo-Mena. Alors, avec l'allure où vont les choses autour de la contestation, parce que c'est ça l'actualité qui fait débat, c'est pour cela qu'on vous a fait venir ici, parce qu'avec votre récent communiqué de presse, vous avez fustigé les comportements de l'Église catholique avec les dénonciations faites par le secrétaire général de l'Ansenco, je cite Donatien Cholet. Alors, partons de votre communiqué de presse là, s'il faut coller ça avec la réalité actuelle. Président Michel Okongolo-Mena, que diriez-vous? D'abord, je vais préciser une chose. Vous savez, je suis un professionnel de droit. Lorsque, au sein des confessions religieuses, l'Église catholique a pris le courage de dénoncer la corruption, pour nous, c'était une bonne chose pour pouvoir demander à la justice de s'en mêler. Et les événements se sont précipités.
l'Assemblée nationale a tranché. Vous savez qu'il y avait une commission paritaire qui avait travaillé là-dessus. L'Assemblée a tranché. Les choses ont pris une autre connotation. La question aujourd'hui, c'est qu'il faut entériner, il faut confirmer Malonda ou il faut faire marche arrière. Si on fait marche arrière, donc on accepte de reculer. Si on avance, on accepte d'avancer avec toutes les revendications, peut-être même des frustrations. Maintenant, il revient encore une fois au chef de l'État de prendre la bonne décision que nous ne pouvons pas l'en donner. C'est à lui et à lui seul, en tant que commandant de bord de ce grand navire qui est la RDC, de prendre cette décision. Mais pourquoi toute cette agitation de l'Église catholique? Je ne pense pas que ce soit forcément une agitation. Vous voyez, c'est difficile de commenter des choses que nous n'avons pas vécues forcément. Parce que les travaux se passent en huis clos. D'autres disent que c'est une agitation de l'Église catholique, mais moi je salue le courage de l'Église catholique. Comment ça? Explication? Mais c'est elle qui a été la première à dénoncer la corruption, soi-disant, entre guillemets, bien que nous, à notre niveau, nous n'avons pas les preuves. Il faut avoir ce courage-là. Mais tout ce que je note, l'Église catholique a toujours été minutieuse dans les choix des animateurs. Nous nous souviendrons de 2006. C'était la même position. L'Église catholique n'a pas été facile à cuire. 2011, pareil. Et 2011, 2006, 2011. Et puis 2018. Avec l'ancien régime. Voilà. Et je pense que si on leur demande de faire mieux, ils doivent faire mieux. Si tel est le cas, donc on n'a pas à jeter la pierre sur l'Église catholique. Ça, j'aime, ça c'est une bonne chose. Alors, avant de prendre d'autres thématiques, peut-être c'est la toute dernière question pour cette thématique. Alors, quel mode d'élection pourrons-nous envisager pour de bonnes élections d'ici 2023, Président Michel Okongolo-Mena? Moi, je crois que c'est très tôt de poser cette question. Nous devons revenir à la case du départ. Okay. C'est-à-dire confier la gestion, l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Mais pour l'instant, il ne faut pas en parler. Je vous dis que notre démocratie est en train de patiner. Elle est tellement fragile. On pensait pouvoir la consolider en 2006. Ça n'a pas marché. On a fait des faux pas et des faux pas qui continuent. Alors il faut imaginer autre chose avant d'enlever à la CENI cette responsabilité d'organiser des élections. Si vous vous opposez à la décision du président de la République, cette personne sera responsable de la mort de la population congolaise, dixit Lambert Mende Omalanga. Comment réagissez-vous face à cette thèse? Non, Lambert Mende, c'est un homme politique qui fait usage de son droit d'expression. Donc, ça n'appelle pas un commentaire. Donc, je crois qu'il a assumé, comme il a toujours fait, ses propos. Donc, il a sa vision, il a exprimé son opinion, son point de vue sur un sujet d'une grande importance. Je crois que ça n'engage que lui. C'est ce que moi j'ai dit. D'une thématique à une autre, cette fois-ci parlons de cette taxe des registres des appareils mobiles qui fait jaser l'opinion congolaise. On en parle toujours et encore, une situation à déplorer. Jusque-là, aucune solution n'a pas été trouvée quant à ces. Président Michel Okongolo-Mena, vous êtes Congolais dont la population congolaise vous a fait confiance, et disons ça comme ça parce que vous défendez aussi les intérêts
ces grands peuples qui est le peuple congolais, disons ça comme ça. Alors, face à cette situation de rame, que réagissez-vous? Certes, on a interpellé les ministres devant les élus du peuple qui n'étaient pas vraiment à la hauteur de sa tâche. Alors, je ne sais pas moi, quels est les dessous des cartes, quel est votre avis par rapport à ça? D'abord, je vais noter que les finances publiques exigent beaucoup de mécanismes dans les recueillements des fonds, dans la gestion des fonds. Ça exige également beaucoup de rigueur. L'État, pour une raison ou pour une autre, peut établir une taxe, une redevance. En principe, c'est faisable. Mais par contre, ce qui choque, c'est qu'on est en train de ponctionner les plus pauvres. Et deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de traçabilité en ce qui concerne les revenus des rames. C'est là où ça choque. Des choses. Le principe en soi n'est pas mauvais. Établir une taxe, donc instituer une taxe ou une redevance, en termes de gestion, c'est normal, concernant les finances publiques. Mais, je le répète, on a ponctionné les pauvres. Et on n'a pas rendu compte, donc il y a une absence totale de traçabilité. C'est ce qui nous pousse à dire que c'est de l'arnaque. Lorsque vous posez à un ministre, au ministre de tutelle, la question de savoir combien ça a rapporté, il vous dit c'est autour de 25 millions. Lorsque les calculs sont faits, on vous dit que c'est à peu près 76 millions par mois. Vous ne faites pas tout le temps que cela a duré. Ça nous ramène jusqu'au mois d'octobre à près d'1 milliard, peut-être un peu plus d'1 milliard de dollars. Qui dit vrai? Les faits sont là. Tous nous sont passés sous la coupe du rame. C'est pourquoi cette histoire, il faut y mettre fin et puis faire en sorte que la justice puisse s'en mêler pour savoir exactement ce qui s'est passé. Voilà ma position. Mais on dit que ces fonds contribuent aussi à la gratuité de l'enseignement. Non, ça c'est... Personne ne peut avaler cela. Parce qu'initialement, nous savions que les institutions de Bretton Woods s'étaient présentées pour financer les élections. Je crois qu'il y a eu même des avancées dans ce domaine-là. Et nous sortir ça, j'ai dit, mais de qui se manque-t-on? Ça m'étonnerait. Vous n'allez pas vous improviser, vous décréter une action du jour au lendemain, dire que non, non, nous prenons en charge le secteur éducation pour financer, alors que rien ne justifie qu'on vous a attribué cette tâche-là. Ils n'ont pas à balbutier, ils n'ont qu'à regarder droit le peuple congolais dans les yeux, leur dire que nous avons menti, nous avons volé, et c'est clair. Alors, entre suppression et suspension, vous préférez quoi? Non, il faut supprimer. Ah bon? Il faut supprimer cette taxe. Donc, on est en train de voler le peuple congolais. C'est une pomme de discorde. Aussi, c'est une porte ouverte pour voler les Congolais. Donc, il faut... Kibasa Maliba, c'est les protégés du chef en quelque sorte. Moi, parce que l'IGF aussi est absente. Je ne saurais pas... Silencieuse. Je ne saurais pas l'affirmer, mais on constate que l'IGF n'a pas pris à bras le corps ce dossier. Est-ce que c'est parce que l'IGF fait beaucoup de chats fouettés? Est-ce que ça viendra le moment venu? Ce sont des points d'interrogation. Mais quant à dire que Kibasa, c'est un protégé du chef, je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. Mais ce n'est pas un inconnu. J'ai les chefs. Ils ont un parcours commun. Vous savez, les ministres, c'est l'enfant du défunt Kibasa que nous avons connu, nous avons eu à travailler avec son père. Donc les enfants étaient ensemble, ils se connaissaient. Ils ont eu des parcours communs. Donc de ce côté-là, je crois que, moi je peux dire ça, mais dire que
Et dans ce coup-là, les chefs de l'État protègent les ministres. Ce qu'ils les disent, ils peuvent venir témoigner ici. Très bien, on a survolé les sujets. Prenons à présent, disons ça, l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo décrété, si ma mémoire est bonne, le 5 mai dernier par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître Michel, au Congo, les gens continuent toujours à mourir dans cette partie de la République démocratique du Congo. D'abord, analysons les faits récents du porte-parole du gouvernement, ministre des Communications et Médias, Patrick Muyaya, qui minimise, disons ça comme ça, la situation à l'est de la République démocratique du Congo en disant que c'est un accident mineur. Votre réaction? Oui, là vous avez fait jonction de deux situations distinctes, mais qui produisent les mêmes effets. Ouais. Vous avez parlé d'état de siège, qui est une bonne chose. Malheureusement, les gens... J'allais plutôt parler de l'incursion de l'armée rwandaise, mais aussi de l'état de siège. Mais commençons d'abord, allez-y. Par l'incursion. Mais par l'incursion, oui. Par l'incursion. Parce que ça vient d'avoir lié... Ouais. Je crois que c'est une provocation. C'est vraiment une provocation. Je dis que cela ne saurait rester sans suite. Il faut que le Congo puisse réagir. Nous avons eu les déclarations officielles. Il y en a eu plusieurs. Je prends la déclaration, la toute première du lieutenant-colonel. J'ai retenu les prénoms, c'est Guillaume. Guillaume. Il a été clair. Il a parlé de l'incursion. Vous voyez, des éléments rwandais. On les a vus. On les a pourchassés. Ils sont venus pour quel but? Ils ont affolé les peuples. Il s'est passé tout ce que vous savez lorsqu'une armée étrangère rentre dans votre territoire. Le fait d'entrer, ne serait-ce que d'un seul centimètre dans notre territoire, ça pose un problème. Et j'ai dit c'est une déclaration de guerre. Nous avons été parmi les premiers à réagir. Nous avons attendu d'abord dans notre réaction, nous avions demandé au ministre des Affaires étrangères de pouvoir convoquer l'ambassadeur rwandais et puis lui demander des explications. Ça n'a pas été fait. Au contraire, curieusement, c'est Vincent Karega, parce que c'est de lui qu'il s'agit, s'est mis à faire des déclarations, je dirais injurieuses. Lorsque vous parlez que non, l'armée rwandaise n'a pas vocation à venir, vous voyez, je ne vais pas retrouver les mêmes mots. Donc, les revers de la médaille, c'est notre armée qui était injuriée par cet ambassadeur. Et puis, le fond du problème, notre État devait réagir vigoureusement et aller plus loin jusqu'à révoquer les relations avec les Rwandais, jusqu'à révoquer la coopération économique et autres avec les Rwandais. Ça n'a pas été fait et nous sommes scandaleusement surpris de voir qu'un ministre de la République traite cette question d'un incident mineur. Un incident mineur. C'est une question de souveraineté. Vous voyez comment la République est tombée trop bas. Kiabi Boira, ce que le Rwanda a fait hier, il le fait aujourd'hui, qu'il empêche de pouvoir le faire demain. C'est ce qu'il y a à craindre. Voilà tout ce qu'on peut retenir. Donc c'est un dérapage de la part de Patrick Muyaya en disant que c'est un incident mineur. Non, je crois que c'est une trahison. Et quel mot, quelle phrase à la place? Trahison. Quel mot, quelle phrase à la place? Oui, mais moi je parle de... Nous parlons de Patrick Muyaya. Patrick Muyaya est le porte-parole du gouvernement. Oui. Est-ce que le mot ou bien la déclaration vient de lui ou bien du gouvernement? Si ça vient de lui, c'est une trahison. Si ça vient également du gouvernement, c'est aussi une trahison. Une trahison. Bon, il s'avère que c'est lui qui a prononcé. Donc, c'est un traître. Peut-être les communiqués, ce n'était pas lui. Peut-être. C'est le gouvernement. Mais nous retenons les faits. Patrick Muyaya a parlé. Ce qu'il a dit, ne renforce pas la conscience nationale. Plutôt, ça déçoit les Congolais. État de siège, les bilans selon unité des valeurs. État de siège, d'abord, c'est une bonne chose. Il fallait passer par là parce que, vous le savez, vous êtes un grand journaliste.
Vous savez que ce qui s'est passé à l'est de notre pays, dans la partie nord-est, nous avons tenté de trouver une solution à l'amiable, à travers les négociations. Par moments, nous avons utilisé la force, mais rien n'y fait. La situation demeure la même. Le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, mais il a vu juste, il a fallu que nous ayons en permanence. N'oubliez pas que ça fait partie de sa promesse de campagne. Aujourd'hui, nous avons une présence permanente dans la partie. Bien qu'il y ait des morts, mais je vous le dis, cette présence joue un rôle décisif. C'est ce qui a félicité. Après, il faut chercher à comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les forces en présence dans cette partie-là. On a cité l'Ouganda, les Rwandais, mais derrière tout cela, nous avons également des multinationales. Est-ce que ne peuvent-ils pas venir acheter chez nous, chercher à acheter, que de chercher à alimenter la guerre qui tue les Congolais? Vous voyez, tout cela, ce sont des questions que nous ne pouvons pas chercher à résoudre en prenant des petits bouts. Nous devons poser le problème tel qu'il est et chercher des solutions durables, des solutions efficaces. Imaginez-vous un seul instant ce que le Rwanda a fait. Si le Congo allait se mettre à appliquer ce qu'on appelle un droit de poursuite, qu'est-ce qui allait se passer? Et je suis sûr que si le Rwanda s'est précipité à faire marche arrière, à replier, c'est parce que il a compris qu'il y avait une présence militaire. Nos forces armées que je salue étaient là. Parce que quand on était à Sand City, Lubero était occupé. On avait arrêté les travaux parce que notre territoire était occupé par les RCD alors qu'on était en pleine négociation. On avait pression, ils sont repartis. Mais dans d'autres circonstances, nous avons appris que les Rwandais étaient entrés en maintes reprises et à chaque fois, il y restait. Mais cette fois-ci, il est entré, au bout de quelques heures, il a été pourchassé par les nôtres. Voilà l'importance de l'état de siège. Mais vous avez récemment, dans vos différents communiqués de presse, écrit également au président de la République un mémo. Question de mettre un mur, une barrière, plutôt une frontière. Exact. Mais jusque-là, où est-ce que nous en sommes? Bon, je vais quand même me rappeler que c'était ce mémo émanait de la volonté populaire. Ok. Les Congolais, après avoir évalué la situation, les Congolais se sont dit, voilà, nous avons tenté, parce que le Rwanda, en tant que pays voisin, on ne peut pas le changer. Du point de vue géographique, on peut pas on ne change pas un voisin, sauf si on venait à redéfinir les frontières. Le Rwanda étant notre voisin qui nous agresse, nous nous sommes dit, donc le peuple, et là je parle du peuple, le peuple s'est dit qu'avec le dialogue, on n'a jamais réussi à restaurer la paix et à mettre le fin au massacre. Mais tantôt avec les moyens militaires, on n'y est pas arrivé. C'est pourquoi le peuple a dit qu'il faut ériger un mur dans les frontières de sécurité, non pas un mur de séparation. De sécurité. C'est une centaine de kilomètres. Et c'était ça la volonté populaire. Ben, nous l'avons transcrit et remis à qui de droit, donc au président de la République. Depuis, cela est resté lettre morte. Bon, nous n'avons pas eu des exigences. Le peuple s'est prononcé et puis la suite, c'est aux dirigeants de pouvoir voir qu'est-ce qu'il faudra faire par la suite. Ça, c'est une bonne chose. Mais alors, sur cette même chaise, j'ai reçu Ferdinand Kambere du PPRD qui dit que pour réussir dans cette affaire décrétée par, dans cet état de siège décrété par le chef de l'État, il faudra qu'on puisse recourir
aux accords signés entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. J'ai essayé de lui demander, n'est-ce pas, la motivation de sa phrase. Jusque-là, il n'a pas répondu. Je ne sais pas s'il faut... sait pourquoi. Et selon vous, s'il faut analyser sa pensée, qu'est-ce qu'il voulait insinuer par là? Non, nous avons une constitution qui nous trahit. Je n'ai pas l'article en tête. Je le trouverai. Nous avons des articles qui posent problème dans notre constitution. Un article qui donne le plein pouvoir au chef de l'État de céder même une partie de notre territoire. C'est ce que Kabila a utilisé. Donc Kabila a fait quoi? A cédé la partie Est? Oui, mais vous savez, au départ, nous sommes partis de l'accord de l'Émirat. Vous voyez, c'était à l'époque des musées qui nous a trimballé cet accord. Mais les Rwandais sont trop malins. Ils ont compris qu'ils avaient perdu avec l'accord de l'Émirat. Et je suis sûr qu'ils ont fait une incise. Parce que l'incise là, dans notre constitution, elle est diabolique. Vous avez deux articles. Il y a l'un qui donne le plein pouvoir au chef de l'État de pouvoir céder une partie de notre territoire à un pays tierce. Vous avez l'autre article qui fait la même chose, qui dit la même chose, mais là, il faut passer par le Parlement. C'est dommage, je n'ai pas la Constitution à la portée de la main. J'allais vous donner cet article-là. Alors, vous voyez que si vous avez des acteurs politiques qui vous disent ça, ils n'iront pas plus loin. Ils vont vous demander de réfléchir. Et nous avons réfléchi. On a fait des recherches. Et une fois, on a attendu Kagame dire que le problème, ce n'est pas nous. C'est votre constitution, c'est votre dirigeant. Des propos négationnistes. Oui, nous avons compris qu'il y avait Anguille sous roche. C'est une constitution qui nous défend des conflits. On avait accepté n'importe quoi. Et je crois qu'il faudrait qu'on trouve le temps de s'asseoir, de discuter et puis envisager notre constitution. Mais quelles sont des stratégies qu'on peut mettre en place afin de juguler une fois pour toutes l'insécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo? Oui, c'est bien, l'état de siège est là, mais jusque-là, les gens continuent toujours à mourir, président Michel au Congo. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qu'on peut mettre en place pour juguler cette insécurité? L'unité. Oui. Vous voyez, lorsque vous voyez les préambules de notre Constitution, on vous parle que depuis 1960, nous nous sommes entrechoqués pour une question de souveraineté, donc de légitimité des hommes et des institutions. Cette question continue à hanter les milieux politiques congolais. Ce qu'il nous faut, c'est l'unité. C'est l'unité. Ce qu'il nous faut, c'est de nous mettre d'accord lorsqu'il s'agit des fondamentaux et puis d'élaborer une bonne stratégie. Parce que nous vivons dans un monde qui est devenu très dangereux. On nous a mis sous embargo militaire. Nous sommes un État, une puissance. J'ai dit, un pays appelé à être une puissance sous-régionale. Nous devons recruter. Nous devons aménager nos forces armées, notre service de renseignement, notre police nationale. Au-delà de tout cela, nous avons un peuple affaibli. Lorsque vous avez un corps humain qui ne vous bouffe pas les matins, qui n'arrive pas à manger les matins, à midi et le soir, ce corps humain est fatigué. Qu'est-ce qu'il peut produire à la fin de la journée? Il faut commencer par là et puis rebâtir notre pays autrement. Nous sommes prisonniers de certaines règles qui nous bloquent, de certaines volontés qui nous bloquent. Alors il faut une réflexion. Il faut que l'élite intellectuelle, l'élite politique puisse réfléchir en tenant compte des fondamentaux. Il y a des questions de souveraineté qui sont aujourd'hui bafouées, mais nous sommes incapables de réagir. Lorsque déjà, sur le plan humain, sur le plan personnel, nous ne sommes pas capables de réagir pour faire face à la faim et à la famine, c'est déjà un problème. Vous voyez? Et
que dira-t-on d'autres questions sensibles, des questions de souveraineté? Vous le savez, nous n'avons plus le contrôle de plus de 48% de nos terres. Vous voyez, nos minéraux n'en parlons même pas. 70% c'est entre les mains des individus ou des multinationales. Les 30% qui restent, 25% sont hypothéqués quelque part. Mais on n'a plus rien. Qu'est-ce que nous pouvons faire sinon que de nous attendre et de rebondir? Très bien. Ça, c'est une bonne chose. Alors, 2 minutes pour brosser ce qu'on vient de dire parce que nous sommes arrivés à la fin. D'abord, en ce qui concerne la nouvelle composition, la nouvelle composante de la CENI, avec à la tête Denis Kadima. Est-ce que le président Michel Okongo Lomena sera-t-il candidat président aux prochaines élections? Est-ce qu'il reste confiant à l'organisation des élections d'ici 2023? Candidat, ce n'est pas moi de le décider. Je vous ai dit qu'on vient en politique, non pas avec des ambitions, mais on vient d'abord avec une vision. Une vision, notre vision veut que nous puissions mettre les peuples au centre de toute action. Et il faut aussi savoir être à l'écoute du peuple. Moi, je suis à l'écoute du peuple parce que j'ai beaucoup fait pour ce peuple. Non seulement j'ai parlé au nom du peuple, de notre peuple, à chaque fois je me retrouvais, mais ici, dans les fêtes, j'ai donné des séminaires d'éducation civique pour renforcer la conscience nationale. J'ai ouvert des sites où se donnent gratuitement les cours d'alphabet. J'ai financé des micro-projets par mes propres fonds pour remettre les Congolais au travail. Donc, je m'occupe de la population. C'est cette population-là qui décidera les moments à venir, qui sera, parce qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle. Nous avons besoin des députés. Nous nous sommes rétractés en 2018. Mais aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est de soutenir l'action de ceux qui sont aux commandes. Je n'envisage pas autre chose que cela. Il faut soutenir l'équipe qui est au pouvoir, soutenir les chefs d'État, soutenir le gouvernement, soutenir l'Assemblée nationale, quoi que cela ait été, c'est une assemblée hypothétique, il faut le faire. Donc voilà ce qui nous préoccupe. Et ne l'oubliez pas, nous sommes un parti politique, un parti légaliste. Unité des valeurs. Les moments à venir. Donc vous êtes le président national. Exact. Nous aurons un congrès. Les membres vont se décider. Si portez un choix sur moi, vous le saurez. Mais pour l'instant, on s'occupe de la République. On donne un coup de main à ceux qui sont aux affaires. Ça, c'est une bonne chose. Ça en est donc fini pour ce numéro du magazine Le Rendez-vous qui a reçu pour vous le président Michel Okongo Lomena. Il est le président national du parti politique à Unité des Valeurs. Avec lui, nous avons brossé les sujets des questions autour de questions croustillantes qui rayonnent notre beau cher pays qui est la République démocratique du Congo. Il a émis son point de vue par rapport à ça. Donc, merci Maître Michel Okongo de nous honorer encore une fois de plus aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci également à vous, à toute l'équipe technique qui m'a tenu compagnie dans cette émission. Héritier Toumba à la prise de vue. Kankonkolo Elohim à la réalisation de Martin Mbombo et Pichutu Bango. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.